Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, au Rwanda, Paul Kagame, réélu à la tête du Front patriotique rwandais pour un mandat de 5 ans. Victoire écrasante remportée avec 98% des voix face à son adversaire Abdul Karim Harerimana, ambassadeur du Rwanda en Indonésie. La Chine comme modèle pour impulser l'industrialisation de l'Afrique francophone. Pour de nombreux experts, l'Afrique pourrait bénéficier de l'expérience et de l'expertise du géant asiatique dans le domaine, d'où le lancement du premier salon industriel et commercial Chine-Afrique francophone, prévu au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun du 23 au 31 mai 2023. Et puis, retour sur le marathon de Paris qui a eu lieu ce dimanche 2 avril. 46e édition remportée par l'Éthiopien ABG Ayana dans la catégorie masculine et la Kenyane Ella Kiprop dans la catégorie féminine. Le président rwandais Paul Kagame a été réélu à la tête du parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais, pour un mandat de 5 ans. Paul Kagame a remporté 2099 voix sur 2102 au total, battant Abdul Karim Harerimana lors du 16e congrès national du parti qui s'est tenu à son siège à Roussororo ce dimanche 2 avril. Cette réélection intervient à quelques mois de la tenue de l'élection présidentielle prévue en août 2024. Au pouvoir depuis 23 ans, le président Kagame, qui dirige le parti au pouvoir depuis 1998, pourrait donc briguer un nouveau mandat en tant que candidat du parti au pouvoir. Cependant, ce dernier ne s'est pas encore publiquement prononcé sur son éventuelle participation ou non au scrutin de 2024. Je vous propose de l'écouter. Nous avons de l'ambition. Nous avons des attentes. Nous avons le sens de la responsabilité. Nous devons choisir à nous réaliser, à réussir ensemble. Vous devez avoir de grands espoirs à défaut de ne pouvoir choisir. Choisir ce que vous voulez être et choisir ce que vous voulez faire et aller de l'avant. Parfois, certains problèmes semblent être difficiles à surmonter. Je me soucie de ça, comme vous aussi, mais vous devez absolument continuer à y croire. C'est pour cette raison que depuis le début, nous avons choisi 3 choses. La première est de penser grand, ne pensez pas petit. Pensez grand. La deuxième, c'est d'être ensemble. Nous devons être ensemble. Les jeunes, les plus grands, les faibles, les plus forts, les intellectuels, les non-intellectuels, ainsi de suite. Peu importe nos différences, nous devons continuer à être ensemble. La troisième chose est que nous devons être redevables. Nous devons être redevables les uns les autres, mais également envers les autres qui sont au-delà de nos frontières, parce qu'au final, nous pouvons dans une certaine mesure les affecter et eux aussi en retour. Depuis le 1er avril, la Tunisie assure la présidence tournante mensuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Dans son engagement à contribuer à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'organisation, le pays a représenté les États africains lors de son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2020-2021. La Tunisie se positionne ainsi comme une force de recommandation positive en vue de soutenir la sécurité et la stabilité sur le continent. Nathalie Mo. Depuis le 1er avril 2023, la Tunisie assure la présidence tournante mensuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a présenté les engagements de la Tunisie à la tête de l'organisme panafricain. Le pays d'Afrique du Nord se positionne ainsi comme une force de recommandation positive en vue de soutenir la sécurité et la stabilité sur le continent. Pendant sa présidence au Conseil, la Tunisie œuvrera à concrétiser sa vision de trouver des solutions pacifiques, justes et durables à divers problèmes africains pour une Afrique sûre, stable et prospère. Fière de son appartenance africaine, la Tunisie a toujours placé le développement et la sécurité du continent au sommet de ses priorités.
La présidence tunisienne au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine démarre alors que le pays traverse une polémique dans un contexte de forte immigration clandestine sur son territoire. Le 21 février 2023, le président tunisien Kais Saied a annoncé des mesures urgentes contre des migrants originaires d'Afrique subsaharienne, des propos qui ont soulevé des critiques contre le racisme. L'Union africaine a également condamné cette sortie du président Kais Saied, invitant ses États membres à s'abstenir des discours de haine. L'organisme panafricain a souligné son intérêt pour la sécurité et le respect des droits de tous les Africains. Bon, ils n'ont pas la nationalité tunisienne, mais ce sont nos frères. Je suis contre la traite des êtres humains, des Africains particulièrement, soit en Tunisie, soit ailleurs. La Tunisie a adhéré au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la période 2022-2024 lors de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation. Dans son engagement à contribuer à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le pays a représenté l'Afrique lors de son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021. La Tunisie, où les ambassades des pays africains continuent d'organiser le rapatriement de leurs ressortissants suite à l'escalade des violences racistes envers les immigrés originaires d'Afrique subsaharienne. La dernière ambassade en date à avoir annoncé le rapatriement de ces ressortissants est celle du Cameroun. Le point avec Laetitia Mebenga. Le gouvernement camerounais organise une opération de rapatriement volontaire des ressortissants camerounais vivant en Tunisie. Le premier embarquement aura lieu le 5 avril 2023. Les volontaires devront se retrouver à 12h30 à l'ambassade du Cameroun en vue du départ vers l'aéroport de Tunis-Carthage. Cette opération intervient dans un climat d'insécurité pour les migrants d'Afrique noire suite à un discours controversé du président de la République tunisien Kais Saied. Le discours jugé raciste et haineux selon les organisations non gouvernementales a été depuis défendu par le président de la CEDEAO qui parle d'une mauvaise interprétation du discours du président tunisien. Dans un souci d'apaisement de la situation, le président tunisien s'est défendu de tout racisme à l'égard des Africains subsahariens. Cette situation concernant les Africains ne peut être interprétée par les langues malveillantes comme ils l'ont fait ces derniers jours, comme du racisme. De quoi il parle? Il divague tout d'abord. J'ai un certain nombre de membres de ma famille qui sont mariés à des Africains. Mes amis de la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. Ils ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie. Des vols, des actes de vandalisme commis par des citoyens tunisiens, des expulsions arbitraires par des propriétaires et des licenciements abusifs par des employeurs. Des injustices qui se multiplient contre des immigrés selon des images diffusées sur les réseaux sociaux ou des témoignages anonymes ou à découvert pour certains. Même si le président tunisien a essayé de résoudre le problème actuel, le problème qui s'est passé récemment, nous les ressortissants subsahariens de la Tunisie, nous marchons dans les rues de la Tunisie avec beaucoup de crainte, beaucoup de prudence, beaucoup de retenue, parce que nous avons peur d'être bastonnés en route, nous avons peur d'être insultés, donc nous marchons vraiment avec beaucoup de crainte. Depuis le début des hostilités, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée ont déjà procédé à des rapatriements volontaires. Les autorités locales tunisiennes, quant à elles, essaient de garantir un minimum de droits pour les réfugiés subsahariens. La Chine, l'un des pays les plus industrialisés au monde et premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 ans, peut-elle inspirer le continent dans sa quête de développement industriel? Pour certains acteurs, la réponse à cette question semble être évidemment oui, mais à condition d'améliorer le dialogue et les partenariats entre entreprises chinoises et africaines pour un meilleur transfert de compétences et de technologies. Au Cameroun, un salon prévu en mai et destiné aux pays d'Afrique francophone ambitionne de relever ce défi. Eugène Schéma.
Depuis des décennies, la Chine réalise des infrastructures à tour de bras en Afrique. Selon les données du ministère chinois des Affaires étrangères, depuis le début du XXIe siècle, le pays d'Asie de l'Est a réalisé dans divers pays africains plus de 6000 km de voies ferrées, 6000 km de routes, près de 20 ports, plus de 80 grandes centrales électriques, 130 hôpitaux et cliniques, 170 écoles, 45 stades et gymnases, 500 projets agricoles entre autres. Politologue camerounais Jimmy Yab, président de l'Observatoire Chine-Afrique francophone, initiateur du premier salon industriel et commercial Chine-Afrique francophone, prévu au Palais des Congrès de Yaoundé du 23 au 31 mai 2023, estime qu'il y a matière à s'inspirer de l'expérience et de l'expertise de la Chine. L'industrialisation de l'Afrique a commencé il y a 100 ans. L'industrialisation de l'Asie a commencé il y a 100 ans. Mais comment est-ce que les industries n'ont pas prospéré en Afrique? Pourquoi on n'a pas une Afrique industrielle? Tout simplement parce que le modèle de développement que nous avons adopté n'était pas favorable à cette industrialisation. Nous avons eu des modèles venus d'ailleurs. Je ne veux pas citer cela. Il est question de prendre des modèles économiques qui sont plus ou moins semblables à la vie des Africains. La voie chinoise pour l'industrialisation est souvent remise en question via l'absence supposée de transfert de technologie dans les projets de génie civil, informatique ou électronique réalisés en Afrique. Les sociétés qui sont installées depuis, ou alors les pays qui sont installés depuis en Afrique, n'ont fait aucun transfert de technologie. Je ne pense pas qu'on puisse faire en une fraction de seconde le procès de la Chine. Le problème du transfert de technologie n'est pas seulement un problème de gouvernement, c'est aussi un problème d'entente entre les entreprises. Donc, il est possible que les entreprises entre elles s'entendent pour un transfert de compétences et de technologies. Le salon Chine-Afrique francophone, c'est le but d'initier la conversation. Selon l'indice 2022 du rapport sur l'industrialisation de l'Afrique de la Banque africaine de développement, l'Afrique du Nord fait figure de région africaine la plus industrialisée, suivie de l'Afrique australe qui regroupe plusieurs pays anglophones. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, qui regroupent les pays francophones du continent, précèdent dans ce classement l'Afrique de l'Est, qui occupe le dernier rang des pays industrialisés du continent. Avant le départ du marathon de Paris qui a eu lieu ce dimanche 2 avril, le salon du running s'est tenu dans la capitale française avec plusieurs exposants. L'occasion pour les groupes d'athlètes de se retrouver et faire la connaissance de certains d'entre eux venus de loin et également découvrir d'autres épreuves comme le Grand Raid. Retour sur cet événement avec José Douglas. La 46e édition du Schneider Electric Marathon de Paris, qui s'est tenue le dimanche 2 avril, fut comme chaque année l'occasion pour les adeptes de la course à pied de s'offrir une belle balade dans un décor somptueux au départ des Champs-Élysées. Une épreuve qui a encore été dominée par les athlètes des hauts plateaux et a vu la victoire chez les hommes de l'Éthiopien BG Ayana, 2h07 minutes et 15 secondes, devant son compatriote Gay Adola à 10 secondes et troisième le Kenyan Josphat Boit à 25 secondes. Chez les femmes, la victoire revient à la Kenyane Ella Kiprok et l'Éthiopienne Atalel Ammout, 2h23 minutes et 19 secondes, devançant une autre Éthiopienne à 5 secondes, Furt Weweta. Plusieurs athlètes venant de partout se sont retrouvés dans la capitale française au salon du running qui est un passage obligé pour visiter, recueillir des informations utiles mais aussi retirer ses dossards, ses âmes indispensables pour s'aligner au départ. C'est vrai. Après, pour les Kenyans, les Éthiopiens, ce sont des spécialistes. Moi, par contre, je suis un grand amateur, je vais le dire. Et je le fais vraiment pour le plaisir, quoi. C'est encourageant de voir des gens sur le parcours qui sont déterminés, motivés. L'occasion de découvrir d'autres épreuves de marathon qui existent dans le monde. Exemple à l'île de la Réunion dans l'océan Indien, à quelques kilomètres de Madagascar, où l'épreuve est intitulée le Grand Raid, la diagonale des fous. En fait, aujourd'hui, je suis tout simplement passé voir ce qu'il y avait comme proposition, récupérer mon dossier également et profiter de ces rencontres avec tout ce monde qui se croise ici. À noter que plus de 50 000 personnes ont pris part à ce marathon. Le dernier coureur a mis un peu plus de 7 heures pour franchir la ligne d'arrivée et le vainqueur empoche la somme de 50 000 € et le 15e, 500 €.
Également dans l'actualité, un documentaire sur la création du célèbre plat sénégalais Tchéboudiène. Le mets sénégalais a été inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'humanité par l'UNESCO le 15 décembre 2021. Le documentaire, qui dure 52 minutes, est un projet porté par un collectif d'artistes sénégalais et français sorti en août 2022. Il est piloté par le réalisateur sénégalais Papis Niang, qui a décidé de rendre un vibrant hommage à Penda Mbaye, celle qui est à l'origine du Tchéboudiène, qui fait la fierté du peuple sénégalais. Papis Niang est actuellement en France pour la promotion du dit documentaire qui porte sur cet art culinaire du Sénégal, le Tchéboudiène. Il est accompagné de l'égérie Penda Mbaye 2022 dans la capitale française. Des visites dans les lieux touristiques comme les Champs-Élysées ou l'Arc de Triomphe ont ponctué leur journée dans la capitale française. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.